Second invité, Christina Schmidt. Bonjour, bonsoir, chercheuse qualifiée FNRS en sciences psychologiques à l'Université de Liège. Et elle travaille sur les mécanismes du sommeil. Mais au fond, comment êtes-vous devenue chercheuse petite ? C'était inné ou pas du tout? Inné, c'est peut-être un peu fort. Oui. J'ai toujours eu un intérêt pour les analyses de textes, des choses comme ça. J'ai aussi, dans mon parcours de master, opté pour un stage en recherche. Oui. Mais c'est plutôt par coïncidence que j'y suis restée dans la recherche. Dans le sens que c'est mon grand-père qui a découpé une annonce de la Commission fédérale de la Suisse pour faire un séjour de recherche après master en Suisse. Donc avec cette annonce découpée, j'ai consulté à l'époque mon maître de stage qui m'a référé vers 2 laboratoires. Et c'est dans le laboratoire de chronobiologie que j'ai atterri. Donc vous devez tout à votre grand-père, si je comprends bien. En Le quelque déclic. sorte, oui, voilà, le déclic. Alors, les fameux rythmes circadiens qui sont présents chez tous les organismes vivants, vous tentez, si j'ai bien compris, de détecter ce qui se passe dans le sommeil, comment le sommeil s'intègre dans le temps. Alors, ma question, qu'est-ce que vous avez, dans votre grand parcours, détecté de crucial ? Oui, alors donc, comme je disais, j'ai commencé mon parcours vraiment avec la spécificité d'un laboratoire de chronobiologie. Oui. Donc, je m'intéresse au sommeil, mais comme vous dites, à l'organisation temporelle. Donc, au niveau découverte, grande découverte, si on peut le dire comme ça, je pense que j'ai pas mal contribué à avancer ou à faire comprendre, même dans la recherche sur le sommeil à proprement parler, qu'il y a cet aspect temporel aussi. Donc, en quelque sorte, dormir, c'est bien, mais encore mieux si on dort au bon moment de la journée. C'est ça. C'est clairement pas moi qui l'a découvert, mais j'essaye de contribuer à la compréhension de cette régulation dite circadienne. Donc, dormir au bon moment. Ça, Voilà. ça résume un peu votre recherche. Mon ambition. Votre ambition. Voilà. Est-ce que certaines découvertes vous ont étonné vous-même en tant que chercheuse ? Il n'y a pas vraiment de grandes découvertes fortuites. Donc jusque maintenant, on a un modèle théorique auquel on s'accroche et on rejette et on affirme ou on confirme les hypothèses. Oui. Donc il n'y a pas encore ce modèle. Il est désespérément stable, en quelque sorte. Il permet vraiment de vérifier beaucoup d'hypothèses. À moins que peut-être dire que d'un point... Enfin, si je peux... C'est pas une découverte... étonnante dans le sens strict du terme, mais faire une sieste, par exemple, ne s'avère pas nécessairement bon pour tout le monde et dans tous les contextes. Ah, alors justement, ça intéresse vraiment le grand public, je comptais vous poser la question. On dit qu'une sieste, c'est bon si c'est 30 minutes. Moi, je vous répète ce que j'entends. Hein. Si la sieste est trop longue, c'est mauvais. Alors voilà, les 30 minutes, c'est probablement encore un peu arbitraire, mais on se trouve quand même dans la bonne zone. Donc il faut voir que je reviens à mon modèle théorique sur la régulation du sommeil. Et il faut s'imaginer qu'il y a 2 processus qui interagissent. Il y a une fois ce processus qui fonctionne comme un sablier. Donc plus je reste réveillée, plus j'accumule de la pression de sommeil et donc plus je vais être fatiguée. Exact. Mais il n'y a pas que ce mécanisme-là. On ne va pas que dormir parce que cette pression, elle s'accumule. Il y a aussi cette fameuse horloge biologique. Et vous voyez que j'en reviens systématiquement à mon temps, qui donne donc le temps au sommeil. Donc avec cette horloge qui suit un rythme de plus ou moins 24 heures, elle interagit avec cette pression de sommeil pour nous donner un temps idéal pour dormir. Alors, j'ai oublié votre question. La sieste. Désolée. La sieste, voilà. Parce que dans le midi, la sieste, c'est presque sacré. Hein. Entre 14h et 16h, tout est fermé. Exactement. Et on dort. Donc, si je fais abstraction exactement de tout ce qui est conditions climatiques, conditions culturelles aussi, donc il y a beaucoup d'aspects qui forcément induisent l'adoption du comportement de sieste. Mais si je me tiens qu'à mes 2 processus théoriques, ces 2-là, s'ils sont bien entraînés et bien synchronisés, ils vont me mener à suivre une journée consolidée d'éveil, donc sans sommeil. Et ceci dans le but de promouvoir un sommeil de 8 heures, de bonne quantité, de bonne qualité aussi la nuit. Donc c'est contre la sieste, là, ce que vous dites. Alors, si je comprends bien. Si on se tient... Vous n'êtes pas une fan de sieste. Alors, il y a avis personnel et avis donc, suivi par ce modèle théorique. Et donc,
si on suit scrupuleusement ce modèle-là, il nous rend diurnes, en quelque sorte. Ça veut dire qu'on reste réveillé la journée et on dort la nuit. Et donc, dormir la journée, c'est en quelque sorte une intrusion de sommeil pendant la journée. Et donc, ça pourrait être le signe d'une horloge un peu plus silencieuse. Alors, je mets toujours bien le contexte, parce que ce contexte de sieste, il est très multidimensionnel et on doit le situer dans un contexte bien particulier. C'est ça, oui. Donc, voilà, par exemple, le vieillissement, il est associé à une tendance à ce que cette horloge devient plus silencieuse et à que mon sommeil de nuit, il devient plus fragile. Donc, si je dors pendant la journée trop longtemps, donc si je dépasse ce fameux seuil de 30 minutes et que je prends ça comme une habitude, donc je dors tous les jours, mais non seulement j'enlève de mon réservoir de sommeil de ce qui était prévu pour la nuit, mais aussi je contribue potentiellement à ce que cette horloge, elle devient encore plus silencieuse. Donc, c'est vraiment sieste dans un contexte de vieillissement, avec en arrière-plan que le vieillissement va peut-être avoir tendance à affaiblir cette horloge. Allez, quelques petites questions-réponses courtes. Est-ce qu'un mauvais sommeil peut être associé à un risque plus élevé de la fameuse maladie d'Alzheimer? Oui, alors il y a eu des études épidémiologiques qui l'ont quand même montré de façon relativement convaincante. Oui. Et aussi, il y en a des études qui vont plus loin, qui disent que un sommeil de mauvaise qualité ou pas assez de sommeil, une privation de sommeil, peut favoriser la mise en place des mécanismes pathophysiologiques de la maladie. Donc ça va dans les deux sens. Alors pourquoi certaines personnes sont des lève-tôt, d'autres des couche-tard, et est-ce qu'on peut changer ça, ou bien c'est une horloge et c'est votre chronobiologie? Voilà, mais il y a une partie endogène à ça. C'est que cette horloge, qui est par définition endogène, elle va se mettre en place plus tôt ou plus tard en fonction de votre dit chronotype. Donc il y a une partie endogène, et si vous êtes extrême vraiment du matin ou du soir, ça va être relativement difficile de vous habituer, de vous synchroniser à d'autres rythmes. Mais il y a aussi, bien sûr, un aspect sociétal, un aspect de contraintes socioprofessionnelles qui font que je vais devenir plutôt couche-tard ou lève-tôt, en quelque sorte. Donc, à ce moment-là, on peut agir avec la lumière, s'exposer au bon moment de la journée à la lumière, essayer de... Voilà. Finalement, la qualité de sommeil ou le manque de sommeil ou trop de sommeil, est-ce que ça peut affecter, finalement, notre façon de voir le monde et de gérer nos émotions? Alors, une privation de sommeil peut affecter le fonctionnement non seulement cognitif, mais aussi émotionnel. On sait qu'avec la privation de sommeil est utilisée aussi dans le cadre de la dépression de façon un peu, anecdotique. C'est plus pour augmenter notre bonne humeur. Donc, on devient notre manière de penser, par exemple... Il y a une étude, par exemple, qui a montré qu'on fonctionne plus par stéréotype si on est privé de sommeil. Parce que fonctionnement par stéréotype est moins énergivore, en quelque sorte, parce qu'on utilise moins nos mécanismes de contrôle. Et alors, il y a une étude qui a montré qu'il y a cette tendance-là. Donc, Alors, si vous pouviez donner un conseil basé sur vos recherches pour améliorer notre bien-être quotidien, ce serait lequel? Dormez bien. Oui, dormez à la bonne heure. On revient à notre début d'entretien. On doit trouver sa bonne heure. Voilà. Dormez en fonction de votre rythme biologique qui vous est propre à vous, endogène, et essayez de suivre celui-ci au mieux possible. Voilà, je pense que... Alors, on quitte le domaine du sommeil, on est maintenant dans le domaine de la recherche. Est-ce que, comme d'autres chercheuses et chercheurs que j'ai rencontrés depuis déjà plusieurs mois, vous êtes vous aussi, quand vous vous réveillez, à la chasse aux subsides? Oui, je pense que ça, c'est inhérent à notre travail. Donc, on fonctionne par projet. Donc, pour soutenir une équipe, il faut déposer des projets. Donc, oui, on est à la chasse tous de demandes de financement pour pouvoir faire avancer nos recherches. Oui, je pense que... Et vous le faites comment? Par des conférences? En faisant du lobbying? Alors, par des conférences, je pense que c'est un très bon moyen. Souvent, on essaye de
faire précéder les conférences par des séances de brainstorming aussi, en fonction de la thématique de recherche qu'on aimerait bien aborder dans le futur. Donc, on essaye de cibler des partenaires bien spécifiques. Donc, conférences et puis lecture. Vous cherchez aussi des volontaires pour passer dans des labos de sommeil? Ah oui. Donc, vous lancez un appel, là? Ah oui, un grand appel. On est toujours à la recherche. Donc, nous, dans notre recherche, on n'avance pas si on n'a pas de volontaires. Donc, on a besoin de volontaires pour avancer. Et ils viennent à l'université dans vos labos de sommeil? Alors voilà, on est équipé d'un laboratoire de sommeil de 5 chambres. On est équipé aussi de 2 IRM, comme nos études de façon inhérente, mais ils sont intéressés par l'impact du sommeil sur le cerveau. Donc on a cette grande chance d'avoir cette plateforme qui combine à la fois un équipement de laboratoire de sommeil et d'imagerie médicale. Donc, on est ouvert à tout le monde. Donc, voilà. Eh bien, voilà. Merci d'avoir été mon invité. Et puis, vous pouvez, bien entendu, retrouver ces interviews, ces capsules sur les sites de La Libre, de l'ADH et de Vers l'Avenir.